Moi, je travaillais avec eux. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va commencer la conférence débat, puisqu'on a pas mal d'intervenants, donc de manière à respecter le timing. Donc, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Donc, pourquoi en fait cette conférence débat? Ça s'inscrit en fait dans le cadre de la semaine des Business Angels. Alors, c'est la semaine des Business Angels qui a démarré lundi jusqu'à vendredi, qui se passe partout en France. Donc nous, au Vert Business Angel, on a souhaité, en collaboration avec Square Lab, l'incubateur de Suite de Co, d'organiser cette conférence sur le thème, en fait, le financement en capital. Tous les acteurs du financement en capital des entreprises, souvent on parle de financement au sens large, c'est-à-dire la dette. Là, on va vraiment travailler uniquement sur le financement en capital, au niveau de tous les stades de l'entreprise, au démarrage jusqu'à la mise sur le marché. Je vais passer la parole d'abord à Fabrice, à Fabrice qui va nous dire un petit mot sur Square Lab, puisqu'il est le représentant ce soir de Square Lab. Voilà, je te passe la parole. Bonsoir à tous. Donc Fabrice Caillou, je suis effectivement le responsable de l'incubateur de l'école de commerce. Alors j'espère, si je fais bien mon job, qu'à la fin de cette intervention, vous allez comprendre pourquoi on est là ce soir. Vous m'entendez? Bon, parfait. Donc l'incubateur, qu'est-ce que c'est? L'incubateur, aujourd'hui, on s'est positionné sur deux missions importantes pour nous, en tout cas en tant qu'école de commerce. La première, c'est, bien sûr, à l'école, on a des étudiants qui veulent créer, pour certains. Donc on est un service pour nos étudiants dans tous les secteurs d'activité pour les accompagner sur la création d'entreprise. Mais aussi, ce qui est important à noter par rapport à l'école de commerce, on est aussi au service de notre territoire et surtout au service de l'écosystème de l'innovation. Donc pour accompagner le développement économique de ce territoire. Nos spécificités, on est là pour sensibiliser, former et accompagner donc, des créateurs d'entreprises innovantes, nouvelle génération, vous expliquerez notre vision de ce qui est l'innovation nouvelle génération. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, accompagner des projets intrapreneuriaux au sein des entreprises, des grands groupes, des petites entreprises. Donc, parmi vous, si vous êtes PME, dirigeant d'entreprise, si vous avez des projets, si vous n'avez pas le temps de développer, venez nous voir, on pourra en discuter. Quelques chiffres, on est un incubateur assez jeune, puisqu'on a été structuré depuis 2014. 40 projets accompagnés, 55 personnes suivies. De cet accompagnement sont nées 17 sociétés, donc environ 5-7 par an. On se met comme objectif de créer une dizaine de sociétés d'ici 2 ans. On met en place tout ce qui est nécessaire. On a des partenariats avec Clermont-Auvergne Métropole qui nous soutiennent pour cela. Et aujourd'hui, on a 11 projets en cours. Sur le territoire, on a une chance, c'est qu'on est déjà à l'échelle du territoire, on est bien structuré, on n'est pas une grande métropole. On est en lien constant avec le système d'innovation, en lien constant avec le système de tous les acteurs d'accompagnement d'entreprise, dont font partie les Business Angels. Mais aussi, en amont, on a la Maison Innoverne, qui est un organisme de soutien à l'innovation avec la CCI. Et sur ce territoire, il y a 3 incubateurs. 3 incubateurs avec des spécificités. Il y a Coco Shaker, qui est localisé à Épicentre, centre de Clermont, qui accompagne des projets dans le domaine social et collaboratif. On a Buzy, qui est un incubateur qui est plus ancien, qui a été créé dans fin des années 90, les incubateurs L'eau Allègre, qui accompagne des projets de technologie innovante, donc avec des nécessités de développement technique assez longs. Et puis il y a nous, donc, où on est une structure qui forme et qui accompagne des projets, on va dire, d'innovation hors champ technologie, mais dans l'innovation. Alors, un constat personnel que l'on fait, en tout cas, aujourd'hui, on voit 2 logiques de développement de projet. Une logique forte dans le domaine de l'innovation technologique, c'est ce qu'on a connu pendant des années en France, avec notamment tout ce qui était accompagnement de projets issus de la recherche. Depuis des années, BPI a fonctionné, avant ça s'appelait Envar, Oseo, avec des accompagnements financiers pour ce type de projet. Donc on a une logique d'idée technologie, donc qui peut en général naître de la faculté ou de travaux de recherche. On crée un business plan, on a les spécifications nécessaires pour développer notre prototype, et on va sur le marché. En général, il faut beaucoup d'argent pour ça. Si je parle de la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, le développement technique d'infrastructures informatiques ou autres, qui sont issus en général de brevets, donc qui demandent des développements longs, nécessitent beaucoup d'argent.
Et en face, on a autre chose, qui est ce que j'appelle l'innovation de nouvelle génération. Alors, ça a boosté depuis que BPI, en janvier 2014, a dit OK, il n'y a pas que de l'innovation technologique, mais il y a aussi de l'innovation autre, d'usage, innovation marketing, innovation business model. Et ils ont ouvert justement ces premières subventions pour aider des projets d'innovation hors champ technologique. Avec l'avènement notamment de sociétés comme Blablacar qui ont fait des levées énormes autour d'innovation sociale et non technologique. Et là, pour l'accompagnement, et puis c'est des choses qui sont complètement différentes, en tout cas à nos yeux, on est obligé d'être sur des logiques très centrées client, parce qu'on n'a pas de protection brevet. Donc on est sur une notion problématique client, bien comprendre le client, travailler sur qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à ce client et d'aller sur les logiques modèle économique. Et la technologie vient en support. On trouvera une technologie. On n'a pas de souci là-dessus, on trouvera une technologie pour rentrer dans la solution qui apportera toute satisfaction au client. Et derrière, on fait de la valeur ajoutée et on crée une valeur. Deux modèles différents, et là, on est sur des logiques très itératives d'apprentissage. D'où, pour vous, investisseurs, des montants différents. Autant en haut, on peut être sur des logiques de sommes importantes pour développer des médicaments, alors que là, on peut être sur des logiques très itératives, des petits tickets au fur et à mesure de l'avancement, voire même développement de clientèle. Et une dernière diapo, et vous allez comprendre pourquoi on est là. En fait, on peut être considéré comme le premier chaînon par rapport à la logique d'investissement, puisqu'on est des organismes qui formons, qui accompagnons des jeunes projets. Et quand on voit les statistiques, alors nous on est trop jeunes, mais quand on voit les statistiques au niveau national, du taux de survie d'entreprise à 5 ans, quand elles sont pas accompagnées, c'est une sur 10, ce qu'elle figure. Par contre, quand elles sont accompagnées, il y en a 8 sur 10 qui réussissent. Donc vous, investisseurs, si vous travaillez justement avec tout ce chaînage-là, vous avez beaucoup moins de chances d'investir dans les sociétés qui auront des difficultés par la suite. Donc du coup, voilà, j'espère que nous ayant présenté dans votre structure incubateur, on est là ce soir en fait pour vous montrer ce que l'on fait. Et surtout, je pense que vous avez un très bon exemple avec les ateliers de Buisson qui sont dans l'incubateur Score Lab et qui ont justement suivi cette logique d'évolution qui ont été financés par les business angels. Donc merci à tous, n'hésitez pas à la fin de venir discuter avec moi pour partager autour de ces notions d'investissement, de projets d'innovation. Merci beaucoup. Donc, je reprends la parole pour présenter nos intervenants. Donc, je vais commencer par Cécile Thiebaud, qui est directrice des partenariats à Sofimac, qui nous exposera en fait tous les métiers qui tournent autour du capital investissement. Donc, elle est accompagnée, mais il va arriver tout à l'heure, de Stéphane Gobon, qui est de la société Neuronax, qui se présentera tout à l'heure, notamment dans le cadre d'une levée de fonds qu'il a réalisée. Jean-Charles Cotin, qui est président de Incite Financement, qui est la nouvelle plateforme de crowdfunding régionale, qui a été initiée par la région et les business angels, la coordination de business angels Auvergne-Rhône-Alpes, qui représente aujourd'hui 11 réseaux de business angels et plus de 600 business angels. Et il est accompagné de Noéline qui est en ce moment en levée de fonds sur la plateforme de crowdfunding. Vous nous direz un petit mot en fait sur la société que vous lancez et la levée. Et pour terminer, donc Alexis Janin. Donc j'ai commencé vraiment par le démarrage des étapes et ensuite on va terminer par Alexis Janin qui est le responsable régional de Neuronex, voilà, et qui nous parlera en fait de l'introduction en bourse et toutes les solutions et pourquoi investir en bourse et les différentes étapes. Voilà. Sans tarder, donc, je vais, avec Sébastien, présenter les business angels, puisque nous sommes les premiers, on est la première étape, en fait, dans le schéma de la chaîne de financement. Je ne sais pas si on peut peut-être faire passer. Là, ça sera plus simple. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vous présenter un peu qu'est-ce qu'un business angel, les réseaux de business angel en France, les objectifs d'Auvergne Business Angel et les cibles et les modalités d'intervention de notre structure. Et la dernière entreprise financée, je laisse la surprise,
tout à l'heure. Ça a été un peu dévoilé. Ils sont là ce soir. Donc pour démarrer, en fait, donc les business angels, qui sont-ils? En fait, c'est des personnes physiques qui investissent leur propre argent personnel dans les entreprises. Alors, personnes physiques, investissement personnel, entreprise innovante, expérience et contact. Donc souvent, on dit que les business angels, c'est la règle des 3 C. Donc le premier C, c'est le capital, c'est investissement en fonds propres. Le deuxième C, de compétences, c'est-à-dire que dans les business angels, il y a différents profils d'investisseurs, donc qui amènent leur expérience, notamment parce qu'on a des anciens chefs d'entreprise, on a des chefs d'entreprise en activité, dans différents secteurs, donc ils amènent leurs compétences. Et bien sûr, le dernier C, c'est les contacts, c'est tous les réseaux qu'on met à disposition des startups, justement, qui veulent avoir des contacts, notamment sur la région, notamment pour leur ouvrir des portes. Voilà. Sur les business angels, sur la suite, donc on investit dans tous les secteurs d'activité. Hein. Alors, sachant qu'au niveau national, on a 3-4 secteurs définis, c'est-à-dire qu'on a des structures dédiées, on a une structure sur le bois et les dérivés, on a une structure sur tout ce qui est biotech, et une structure sur la santé, et une autre structure sur la filière équine, et une qui vient de se créer tout récemment, qui est sur le nautique. Voilà. Donc, alors souvent on partage les dossiers. Si on a un dossier, par exemple en Auvergne, qui est sur le bois, on va le partager avec justement la structure dédiée au bois et dérivés au niveau national. Donc on est des acteurs dans la phase d'amorçage, puisque pourquoi phase d'amorçage? C'est un peu le trou dans la raquette qu'on a, parce que les banquiers aiment bien financer les entreprises un peu en développement. Dans l'amorçage, il y a un petit peu plus de risques, donc les banques sont un petit peu dans l'attente. Donc aujourd'hui, nous, en tant que business angel, on amène des fonds propres. Ça permet au niveau des banquiers d'amener derrière de la dette, donc faire de l'effet de levier qui tourne en général autour de 3, on fait un effet de levier autour de 3 à peu près sur les levées de fonds. C'est la chaîne de financement. Je vais la présenter, ça, on a oublié de la présenter en démarrage. C'est justement, c'était les objectifs de la soirée. C'est vraiment vous présenter les différents acteurs de la chaîne de financement. Et pour le coup, donc Jean-Charles qui représente le crowdfunding va arriver au même niveau ici que les business angels qu'on est sur le crowdfunding en capital. C'est-à-dire qu'on va arriver vraiment sur des montants qui vont être de 50 à 300, voire plus. Alors, ce n'est pas un investissement personnel qu'on va mettre chacun, hein. C'est un investissement global qui va être levé par un réseau de business angels ou via une plateforme de crowdfunding qui permet vraiment d'arriver, alors après la naissance de l'entreprise souvent, donc les prêts d'honneur des aides qui peuvent être celles de la BPI notamment, et le rôle majeur des incubateurs qui se font en amont, dont Fabrice a parlé, et qui permet de faire émerger des talents, comme vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a donc le capital risque qui est représenté ici, et puis ensuite, potentiellement, une ouverture vers les marchés. Donc, on a essayé de faire ce soir que tous les acteurs soient représentés dans ces levées de fonds. Tu as quelque chose à rajouter, Alex? On poursuit? Non, c'est parfait. Oui, donc les réseaux de business angels. Donc en France, il y a 80 structures de business angels. Vous voyez, il y en a 2 en Auvergne. Donc une dans le Cantal notamment, qui a été relancée. Elle était un peu en sommeil. C'est Sébastien Pissavi qui a relancé cette structure. Donc pour être plus proche des investisseurs. Voilà. Et puis, donc vous voyez à peu près la répartition qu'on a. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'un projet qui est lancé en Auvergne peut très bien être financé par les structures nationales, puisqu'on a une plateforme qu'on peut partager, c'est-à-dire que le projet il est inscrit en Auvergne et toutes les structures, les 80 structures, peuvent avoir connaissance du projet, donc ce qui permet d'avoir une visibilité assez importante au niveau national. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc les réseaux, on a dans les business angels, on a des réseaux régionaux et généralistes. Hein. Donc, nous, on fait partie plutôt d'un réseau généraliste, c'est-à-dire qu'on finance tous les secteurs d'activité. Les réseaux nationaux et sectoriels, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le bois, c'est la filière équine, etc. On a donc des réseaux d'anciens élèves, on rejoint, donc on a notamment au niveau de la coordination dont je parlais tout à l'heure, donc il y a 11 réseaux de business angels en Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans les 11 réseaux, on a des réseaux d'anciens élèves, notamment de l'INSA à Lyon, on a les arrêts métiers, l'EM Lyon,
donc qui ont rejoint en fait les réseaux de la coordination Auvergne-Rhône-Alpes, justement pour partager les dossiers et avoir des levées de fonds beaucoup plus importantes qu'en étant tout seul. Alors dans les business angels, on a bien sûr des business angels nous individuels aussi. Alors les business angels individuels, c'est plus des club deals, hein, c'est des amis qui se regroupent pour partager des dossiers entre eux. Donc sachant que les tickets d'entrée sont plus importants. Donc là, dans les business angels individuels, vous les connaissants, on a Simoncini notamment, qui fait partie de ces clubs de business angels, où ils investissent des sommes plus importantes que nous. Nous, on est plus des réseaux, comme on disait tout à l'heure, généralistes, où on partage plusieurs dossiers, plusieurs types de dossiers. On a, bien sûr, on partage les compétences et des différents membres, donc on a un profil beaucoup plus élargi au niveau des connaissances des différents secteurs. Et bien sûr, on mutualise les capacités d'investissement, sachant qu'on a des montants, on investit des montants plus petits que le font les business angels individuels. Donc nous, on est là sur les tickets d'entrée, nous, sur les investissements, c'est entre 3 et 5 000 euros par an qu'on investit à peu près, ça dépend sur les dossiers, tout dépend, voilà, à peu près. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir un nombre assez important de business angels pour justement participer à des levées de fonds assez intéressantes pour les startups. Donc là, juste pour vous rappeler un petit peu les business angels, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2016. Vous voyez, depuis 2001, on a à peu près, il y a 10 000 business angels, on investit en moyenne 40 millions d'euros au niveau national par an. Depuis 2001, on a financé, on a mis 500 millions d'euros dans l'économie réelle, 3 000 entreprises financées et 15 000 emplois créés. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'effet de levier, vous voyez, on a à peu près on a un effet de levier 3, c'est-à-dire que les banques derrière, une fois qu'on investit, vont multiplier par 3, disons, au niveau de la dette. Donc, ce qui est assez important. C'est un indicateur qu'on retrouve même au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'est la répartition géographique des investissements. Vous voyez que Auvergne-Rhône-Alpes représente à peu près 12% des structures nationales. Le plus gros, c'est Paris, puisqu'il représente, la structure représente 36% des investissements se font en Île-de-France. Mais vous voyez à peu près, quand on regarde Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine, la Bretagne, on est à peu près sur les mêmes bases à peu près d'investissement. Le slide suivant, normalement, doit nous présenter un peu les secteurs d'activité sur lesquels les business angels investissent le plus. Pourquoi ? Parce que les startups viennent nous voir plus spécifiquement. Là, on a le service numérique, c'est quasiment 50% aujourd'hui des investissements. La santé et la biotech, 17%. Donc, vous voyez, après, les autres secteurs d'activité sont un petit peu plus, sont assez répartis dans les financements. Mais le gros, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du digital aujourd'hui. Donc les objectifs d'Auvergne Business Angel, bien sûr, c'est d'investir dans les startups régionales, notamment. Donc on investit uniquement dans les startups en Auvergne. Et tous les secteurs d'activité sont représentés. Et voilà, tu peux passer la slide suivante, si ça marche. Les différents secteurs. Donc l'association a été créée en 2007, donc elle a 10 ans aujourd'hui. Donc on a une trentaine de membres qui progressent en continu aujourd'hui, puisqu'on communique beaucoup sur les business angels pour investir dans les entreprises régionales. En moyenne, on reçoit une soixantaine de dossiers par an. Dans les 60 qu'on reçoit, on en retient 20, on en étudie 20%. Et dans les 20% qu'on a étudiés, on en finance 20%. Donc ce qui fait à peu près, sur les 60 dossiers qu'on reçoit, on en finance à peu près 3 à 4 dossiers par an. Alors c'est pas uniquement, on a une sélection, mais souvent les projets ne sont pas complètement aboutis, donc le porteur projet vient nous voir pour chercher du conseil, pour travailler sur la stratégie, donc il vient nous voir, nous interroge, on lui donne des conseils, il va retravailler derrière, et il revient nous voir après l'année suivante ou plus tard. Sur donc je vous ai parlé tout à l'heure de la coordination régionale. Donc l'avantage qu'on a, c'est une coordination régionale Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a 11 structures, et c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut faire des levées de fonds de plusieurs millions d'euros, chose qu'on ne pourrait pas faire seul au niveau de l'Auvergne. Nos réunions, on a une réunion mensuelle tous les mois, tous les troisièmes mardis de chaque mois, où on va donc, disons, regarder les dossiers qui ont été sélectionnés par le comité de sélection.
et dans lesquels on va donc demander le pitch du porteur-projet pour justement amener à une instruction du dossier. Donc on a des soutiens des partenaires, on travaille énormément avec l'écosystème, on a vu tout à l'heure avec Squarelab, on travaille avec le Bivouac, puisque ce matin d'ailleurs on a fait une présentation de Bivouac, et avec tout l'écosystème, Sofimac, Sofimac et bien d'autres, donc la région, Clermont-Auvergne Communauté et Cécile Puy-de-Dôme aussi. Donc relation privilégiée avec l'écosystème local, ça c'est hyper important pour nous. C'est-à-dire qu'à toutes nos réunions, l'écosystème local est quasiment présent, ce qui permet au porteur de projet, quand il vient nous voir, d'avoir tous les spécialistes autour de lui. C'est-à-dire qu'il a besoin, notamment sur un projet innovant, sur l'innovation, on va avoir la CC Innovation qui va prendre le relais pour aider ce porteur de projet. Donc il y a autour de lui quasiment tout le monde qui peut l'aider dans la constitution du projet. Donc voilà, on se développe beaucoup, là, je pense aujourd'hui, on continue. Donc voilà, on est amené aujourd'hui à chercher un délégué régional qui va nous aider pour un peu staffer, enfin pour nous staffer et aider à étudier les dossiers et à promouvoir l'activité des business angels en Auvergne. Voilà. Sachant qu'on a encore à travailler sur l'allier, notamment, et puis sur la biwa. Sur la suite, donc les objectifs de l'association, les objectifs on l'a vu, les cibles et les modalités d'intervention, donc là c'est le petit schéma, on intervient toujours de façon minoritaire au niveau des entreprises, des startups, pour laisser toutes les règles aux porteurs de projets. Et vous voyez, on est vraiment au démarrage, dans les premiers démarrages des étapes de financement. Donc voilà, on vous a mis là les différentes étapes que nous on a au niveau des business angels. C'est donc d'abord c'est le sourcing du dossier le sourcing du dossier qui nous vient par tout l'écosystème, hein, donc qui viennent nous voir, soit les entreprises viennent nous voir directement, soit elles nous sont amenées par les réseaux Sofimac, le Bivouac, Squarelab. Donc ensuite, une fois qu'on a disons, le dossier, on va donc le comité de sélection va étudier le dossier et va dire bon voilà, le porteur de projet il est prêt pour pitcher. Donc s'il est prêt pour pitcher, il va venir pitcher donc son dossier devant les business angels. Et une fois qu'il a pitché, ben, on regarde le besoin de financement qu'il a besoin, et ensuite on va entre nous se réunir en disant voilà, ce projet a besoin de tant de financement, qui est d'accord pour aller dessus, et à quel montant. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de contrainte particulière, c'est chacun qui décide, ben, soit s'il a déjà investi dans d'autres dossiers et qu'il y a moins de liquidité, ben, il passera à un autre dossier. Si le projet l'intéresse moins, ben, il n'est pas obligé d'y aller, donc c'est vraiment très ouvert. Après, une fois qu'on a l'instruction qui est faite, on a le closing qui est toujours formalisé par un pacte d'actionnaires, notamment, mais qui détermine, ce pacte d'actionnaires détermine les conditions d'entrée, les conditions de sortie des business angels. Donc, et bien sûr, ensuite, on a le suivi, c'est-à-dire qu'on va accompagner le business angel pendant 7 à 8 ans derrière pour l'accompagner sur son entreprise. Voilà. Donc, on a souvent des réunions assez fréquentes avec le porteur de projet. Sur les cibles et les interventions, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc tout secteur d'activité, le développement, l'objectif, on travaille aussi sur la création, développement et la reprise d'entreprise, sachant que nous, on a quasiment 90% de création d'entreprise, on voit peu de reprises d'entreprise. Sur les prises de participation, j'ai dit minoritaire, et l'intervention aussi dans l'entreprise à partir de 10 000, c'est relativement rare, sachant que nos fourchettes d'intervention moyennes, nous, c'est plutôt autour de 80 000 € à peu près des tickets de tour de table qu'on fait au niveau d'Auvergne Business Angel. On préfère éventuellement refaire un deuxième tour de table si l'entreprise se développe pour ensuite venir deuxième ou troisième tour de table selon le développement de l'entreprise. Voilà, donc bon, je pense qu'on en a parlé, ça on va aller vite. Après, comment ça se passe au niveau du porteur de projet? Donc il vient soit par notre site internet directement sur Auvergne Business Angel, ça va le diriger vers notre plateforme qu'on a Gust. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est communautaire au niveau de tous les business angels. Donc un projet qui rentre en Auvergne peut être visible selon le choix du porteur de projet en Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr être élargi à toute la France à travers cette plateforme-là.
Donc c'est assez intéressant pour une entreprise notamment qui a un projet qui démarre en Auvergne et qui souhaite en fait un maillage national. Donc il peut passer donc, par Gus, l'ouvrir et ça permet d'avoir 80 instructeurs business angel qui voient le projet et qui peuvent investir notamment auprès de nous en tant que leader du projet. Bon, ça j'en ai parlé, pitch on va passer rapidement, ça fera... Voilà, donc les pitch on en a parlé, l'instruction je vous en ai parlé aussi, donc les tickets d'entrée, les tickets d'entrée sont relativement corrects, hein, c'est pas des montants très très importants, parce que souvent les business angels on passe pour des personnes qui investissent des sommes très importantes. Non, c'est pas du tout le cas, on a des tickets qui sont relativement accessibles. Voilà, donc la signature du pacte, j'en ai parlé tout à l'heure, le suivi. Voilà. Et puis la dernière entreprise financée. Voilà. Donc je vais les introduire rapidement du coup. On a 2 guest stars ce soir. Donc tout à l'heure on a pu voir avec le Square Lab l'importance justement de ces structures d'accompagnement. Il y en a plusieurs à Clermont et du coup elles nous amènent de plus en plus de porteurs de projets avec des dossiers extrêmement intéressants. Donc là c'est encore un appel de l'association des Business Angels. Plus on est nombreux, plus on est capable d'investir dans toutes ces nouvelles pousses qui ont besoin de nous. On l'a montré tout à l'heure en amorçage, c'est vraiment le rôle le plus important qu'on a. Et donc on est en phase d'essayer de développer au maximum l'association, de faire venir de plus en plus de nouveaux membres dans l'association. Donc c'est un appel, on essaie d'insister sur l'accessibilité de l'association aussi. Il ne faut pas être millionnaire pour être dans l'association, on met des tickets qui sont relativement modérés globalement. On préfère être nombreux dans des tours de table plutôt qu'être 2 ou 3 à mettre des grosses sommes. Donc voilà, c'est un appel, si vous êtes motivé pour nous rejoindre, on est là pour en discuter tout à l'heure. Je reviens donc vers les ateliers d'Aubusson, Sylvain et Guillaume, qu'on a accompagnés depuis maintenant 1 an, et ont présenté leur histoire et présenté également leurs produits. Bonsoir messieurs, dames, donc Guillaume Monnoy et Sylvain, mon associé. Si on a la chance d'être là aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre société qui s'appelle les Ateliers d'Aubusson. C'est une société qui vient d'avoir 2 ans au mois de novembre, et dont la finalité est de revisiter, de repenser un petit peu un savoir-faire français bien connu qui est la tapisserie d'Aubusson. Et aujourd'hui, si cette société existe et se développe, c'est entre autres grâce à l'incubateur Square Lab dans un premier temps, donc qui a été la structure prête à nous accueillir après notre diplôme d'école de commerce à Sylvain et à moi-même. Donc au sein de cet incubateur, on a pu travailler sur notre projet avec Fabrice pendant 1 année, à tester différentes choses, à rencontrer des acteurs de tous les univers pour pouvoir comprendre un petit peu mieux le métier dans lequel on était prêt à se lancer et comprendre aussi notre clientèle et les enjeux derrière ce savoir-faire français. Et ensuite, on a eu la chance, grâce au réseau de Square Lab, de rencontrer les business angels, entre autres Eric et Sébastien, qui nous ont permis de développer, de passer le cran au-dessus entre la survie, ce qu'on voyait très bien dans le graphique tout à l'heure, et nos premiers succès avec nos premières ventes, la validation de notre business model et de la collection qu'on est à même de vous proposer aujourd'hui, et que Sylvain va vous présenter tout de suite. Merci. Merci. Bon, donc du coup, je vais rapidement vous présenter notre histoire, et puis un petit peu plus approfondir ce qu'on a fait du financement des business angels. Donc, comme Guillaume l'a dit, on a commencé il y a 2 ans. Ça marche pas. Ouais, c'est un peu long. Ah, ça va pas être trop loin. Non, donc voilà. L'idée, très rapidement, nous, on est parti d'un constat. Aujourd'hui, la tapisserie d'Aubusson bénéficie encore d'une aura internationale. Et l'idée qu'on a eue, voilà, c'est de se nourrir un petit peu de ce patrimoine et de se dire comment on peut faire pour le conjuguer et l'inscrire dans le 21e siècle. Donc on est parti de cette image très classique, mais en s'entourant de professionnels de la décoration ou du design, comment le réinscrire dans un patrimoine beaucoup plus contemporain. J'y arrive pas avec cette diapositive. Super, donc la problématique, évidemment, comme je viens de l'énoncer, on est sur des images souvent vieillissantes, on ne s'imagine pas forcément à avoir ce genre de pièces, on ne sait pas où les trouver, c'est un petit peu ringard, quoi qu'on en dise, c'est vieillissant, et au-delà de ça, on est sur des volumes qui font qu'on ne peut plus forcément les adapter à nos intérieurs. 5 mètres sous plafond, 4 mètres de large, c'est toujours un petit peu compliqué pour meubler nos appartements contemporains. Donc l'idée développée, voilà, c'est de réinventer les classiques de demain, c'est-à-dire repenser ces savoir-faire, les repenser tout d'abord dans leurs propos, c'est-à-dire en s'entourant de designers contemporains. Donc là, je suis désolé, mais c'est pas évident. Donc s'entourer d'artistes contemporains pour proposer des collections différentes visuellement, évidemment, mais aussi adaptées à des intérieurs contemporains. Guillaume, vas-y, tu connais mieux. Travailler avec des directions. Donc une direction artistique vraiment. C'est le droit des associés.
Désolé pour les petits soucis techniques. Direction artistique définie avec une réelle vision à long terme. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer des collections qui se déclinent dans le temps et qui ont une vraie légitimité sur le marché. Évidemment, travailler avec des matières premières innovantes. Ça, c'était notre premier succès, ou tout du moins nos premières ventes, avec cette tapisserie qui reprenait donc de la fibre phosphorescente. Voilà, c'est le côté un petit peu technologique, et surtout, il faut savoir qu'à l'époque, en fait, dans les yeux des animaux, où les lissiers brodaient du fil de soie, ce qui fait qu'à la lumière un petit peu chancelante des bougies la nuit, vous aviez ces regards un petit peu fantomatiques. Voilà, cette idée, encore une fois, c'est de conjuguer dans le présent, en fait, cette histoire et cette tradition. Repenser le traité, donc voilà, on a retravaillé sur le propos, il a aussi fallu travailler sur le traité. Il faut savoir qu'un mètre carré de tapisserie, c'est près d'un mois de travail et 5 000 € de production. Nous, l'idée, c'était de travailler sur des choses plus petites et aussi de travailler sur un outil de production. Donc là, on s'est associé à des gens qui avaient commencé à développer ce savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a numérisé les cartons et on arrive à travailler de manière différente la tapisserie. On s'est dit, arriver au Aubusson avec juste des bonnes idées et vouloir intégrer dans un milieu contemporain, c'est un peu compliqué. Donc on va se servir de nos outils actuels, c'est-à-dire le numérique, c'est-à-dire plutôt que de mettre des cartons pinces ou des fils de chaîne, on va travailler l'image numériquement. Ça va aussi permettre après de travailler des décorateurs d'intérieur, ça va permettre de se placer sur des chantiers dans l'hôtellerie de luxe, ça va permettre de complètement décliner le savoir-faire. Donc pour ça, grâce à cette technologie, on a travaillé sur 2 grands axes majeurs qu'on développe aujourd'hui. La collection, que je vais très rapidement vous présenter, et le sur-mesure. Aujourd'hui, en termes de sur-mesure, typiquement la semaine prochaine, on livre Butagaz qui lance sa nouvelle campagne publicitaire sur les différentes énergies et qui nous a commandé près de 5 tapisseries pour leurs locaux et tous leurs événements. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça rajoute au côté Made in France qui est si important aujourd'hui, ça rajoute au côté savoir-faire, au côté artisanal. On a signé un partenariat avec Jacques Desange pour aussi insister sur le côté tradition, artisanal dans la coiffure en l'espèce. Donc l'hôtellerie, là c'est le groupe Accor, c'est des grands décorateurs parisiens, c'est le Moyen-Orient. Ça c'est très long, c'est très très long en termes de closing, je ne vais pas parler en anglais, mais en termes de validation de devis. Donc voilà, c'est pour ça que la collection était intéressante. Et l'idée aussi du projet, c'était de redynamiser, mais aussi de refaire connaître et d'inscrire ce savoir-faire dans le XXIe siècle. Donc, on a travaillé sur une collection pour le grand public qu'on peut retrouver ici. Non, c'était au-dessus. Voilà, donc avec des choses plus petites, des coussins, des tapisseries. Et donc là, c'est après. Je suis désolé, c'est vraiment compliqué sans... Je peux pas... Vas-y. Je peux pas lier l'image à la parole. Celui du dessus, très rapidement. Voilà, très rapidement, c'est ce que je vous expliquais. Du coup, je pensais que c'était apparu. On travaille avec des artistes et des designers. 2 possibilités. Ou on le distribue directement en tant que collection sur notre site internet, via des distributeurs, le Bon Marché Rive Gauche, des marques comme Line Rosé ou No à Clermont-Ferrand, ou via le prescripteur, où là, on s'entoure de décorateurs, j'allais dire aux 4 coins du monde, qui travaillent aux 4 coins du monde. L'avantage qu'on a, c'est que sur les 40 plus gros décorateurs au monde aujourd'hui, il y en a 39 français, et les 10 suivants, il y en a au moins 4 qui ont une succursale à Paris. Donc ça, c'est notre avantage. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert un bureau à Paris. Le e-shop est en ligne depuis cette année, donc du coup, je vous encourage à aller voir la collection qu'on développe tous les mois un petit peu plus, à raison de 1 designer par mois. Là, on en a 2 qui devraient sortir pour les fêtes de Noël. Et ensuite, il y a un nouveau super partenariat avec un street artiste qu'on présentera à Maison et Objets au mois de janvier. Je fais une petite halle, quitte à avoir un bel auditoire ce soir. Le e-shop, donc c'est intéressant pour voir l'intégralité de la collection. Et on offre aussi les frais de port avec le code Noël. Donc il vous reste encore 3 semaines pour être sûr d'avoir votre tapisserie sous votre sapin. C'est un beau cadeau, et l'idée que je développais tout à l'heure, c'est qu'il y en a vraiment aujourd'hui pour tous les prix. Donc on va de 200, 300 € à près de 4 000 € la pièce. Très rapidement, pour que vous voyez quand même un petit peu de quoi on parle, on a un très très beau succès en presse, et ça c'est très important pour nous, on s'en est rendu compte, donc ça fait partie des stratégies dont on pourrait parler, mais voilà, la presse pour nous c'est très très important aujourd'hui. Ça c'est une parution dans Elle Déco. Depuis le mois de septembre, de toute façon, on est dans tous les numéros de Elle Déco. Ça c'est un shooting, je crois. Non, voilà, ça c'est les produits typiquement. L'idée c'était de prendre l'imaginaire aubusonnais, et encore une fois, ces animaux mythologiques enfermés dans leur carcan ancestral au mur. Voilà, l'idée c'était de les sortir, et c'est l'innovation majeure qu'on a développée cette année, que j'ai pas du tout mise en avant, c'est-à-dire la tapisserie à la forme. C'est quelque chose qui se faisait pas du tout, et ça permet visuellement, voilà, avec des petites pièces, d'avoir des choses qui suffisent à elles-mêmes et de décorer autrement des pièces. Au lieu d'avoir une très grande tapisserie, le mur devient une œuvre, et la tapisserie nomade permet de raconter de nouvelles histoires au mur, de placer des tapisseries dans des endroits auxquels on n'aurait pas forcément pensé à l'époque.
ça marche très très bien, notamment avec la tête de mort aussi qui marche très très fort avec la jungle. Ça c'était un shooting, voilà, typiquement là on est sur un pan. Voilà, là on est beaucoup sur la collection animaux, mais on a vachement décliné depuis qu'on a fait Sport. Mais donc c'est pour ça que je vous incite à aller voir le site marchand, ça permet de tout voir, et puis il y a des jolies photos aussi. Voilà. Je vous rappelle, le code c'est Noël pour les livraisons gratuites. Voilà, merci à vous. Donc, c'est bien rajouter quelque chose. Ok, c'est bien. Bon. De toute façon, tout à l'heure au cocktail, vous pourrez échanger sur les tapisseries. Donc, je vais passer la parole à Jean-Charles, qui va nous parler d'un site financement. Donc, ça va super bien, on a vu, bon, j'en ai pas beaucoup neuf. Bonsoir, mesdames, messieurs, ravi d'être avec vous donc, à Clermont. Donc, intervention en deux parties. Donc, rapidement, je vais vous parler d'un site financement, mais surtout, on fera pitcher Lynn et Noéline sur un projet concret qui sera sur la plateforme bientôt. Donc, un site financement Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une plateforme, pas la plateforme régionale de financement participatif en capital. On parle bien de capital ce soir. Puisqu'il y a beaucoup de plateformes de financement participatif, il y a du don, il y a du prêt et il y a du capital. Le capital, il y en a beaucoup moins. Et on est les seuls en Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs à avoir cette plateforme agréée par l'AMF. Donc portée par la coordination des business angels d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour ça qu'on est là ce soir, je vais vous expliquer plus en détail pourquoi, avec des sociétaires de référence. Et avec un slogan qu'on a qui est un site financement, l'investissement citoyen au service des entreprises régionales, puisque notre credo et notre axe de développement, c'est vraiment de permettre à tout citoyen d'investir dans les sociétés de la région aux côtés des business angels. Voilà, donc les sociétaires de référence, quand on dit sociétaire de référence, c'est vraiment sociétaire de référence. Donc on a, alors, un site financement, finalement, c'est la première plateforme de financement participatif en capital qui est régulée par l'autorité des marchés financiers, issue de l'acquisition d'AB Funding par ces sociétaires. Donc, en fait, moi, j'ai lancé AB Funding il y a 3 ans. J'avais une expérience de Business Angel. Je suis cofondateur d'Arrêt Métier Business Angel. Donc, en 2009, on a démarré à Lyon. On était 5 investisseurs. On est 50 aujourd'hui. Je me suis rejoint à Lyon Business Angel. Donc, je suis lyonnais. Et en 2014, j'ai décidé de digitaliser, d'industrialiser, d'ubériser, enfin bon, tous les mots qu'on voudra, cette belle activité de Business Angel donc, que nous avions. Et donc j'ai créé AB Funding, cette plateforme de financement participatif. Et activité donc, que j'ai vendue très récemment, après plusieurs mois de discussion et donc de négociations, et sont rentrés au capital de cette société AB Funding qu'on a rebaptisé un site financement. Eh bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre premier actionnaire aujourd'hui, certes minoritaire, qui est le premier actionnaire, les 11 associations de business angel dont parlait Boreas tout à l'heure, donc sont au capital d'un site financement. Donc un site financement, c'est vraiment la plateforme des business angels dans la région. Donc on a Arrêt Métier Business Angel, on a Auvergne Business Angel bien entendu, on a donc Beaujolais, Cantal, le M Lyon, Femmes Business Angel, parce qu'il y a aussi un réseau de business angel national qui est les femmes. On a Grenoble Angel, Health Angel, qui est un club thématique santé, INSA Angel, Rhône-Vallée Angel sur Valence, Savoie-Mont-Blanc Angel. Et puis ensuite, dans les partenaires financiers, donc on a 7 banques. La Banque Auvergne, donc la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. On a 3 caisses du Crédit Agricole, 3 caisses de la Caisse d'épargne, dont la CEPAL, donc ici sur Clermont. Et puis 4 fonds d'investissement que sont Créaxi, Rhône Dauphiné Développement, Ciparex et Sofimac, qui passerait la parole tout à l'heure, donc un de nos sociétaires, puisque Sofimac est notre sociétaire, et l'Urscope, donc les Scopes. Le tout en partenariat avec BPI. Ouais, on a vraiment fait un outil de place et une volonté très forte politique au départ de la région, c'est clair, accompagné donc avec les business angels, des banques et des fonds pour développer ce crowdfunding equity. Voilà, donc après le concept, il est simple, c'est de permettre à des entreprises régionales, alors start-up avec preuve de concept, et PME en croissance, de lever les fonds nécessaires à leur développement. Sur un segment qui est 100 000 à 1 million d'euros, vous l'avez vu sur la chaîne de financement tout à l'heure, on intervient à ce niveau-là. Donc j'insiste un petit peu, on est vraiment start-up, mais avec preuve de concept. C'est-à-dire qu'on ne finance pas de start-up, tout au moins les 10 opérations que j'ai faites, ça n'est pas le cas. Start-up, entre guillemets, PowerPoint, ce que j'appelle. C'est-à-dire qu'on a parfois des gens qui viennent nous voir
avec une idée, et puis c'est qu'une idée, quoi. Il n'y a pas encore grand-chose de fait. Au niveau de la plateforme, et encore plus aujourd'hui, puisqu'on emmène des investisseurs citoyens, donc on veut avoir des projets qui sont déjà bien maturés et qui vont être dans la phase d'accélération, donc avec déjà du chiffre de concept et du chiffre d'affaires. Et puis ça va jusqu'à des entreprises, on a financé des entreprises qui faisaient 5 millions d'euros de chiffre. Et puis c'est offrir des opportunités d'investissement régionales, alors bien sûr au business angel, mais ça ils n'ont pas forcément besoin de la plateforme, mais quoique ça permet d'accélérer et de se regrouper plus facilement, aux citoyens, personnes physiques, mais aussi des personnes morales, puisqu'on a des personnes morales qui ont investi sur les projets qu'on a réalisés. Le tout donc, se fait avec une plateforme web de mise en relation et de suivi. Et les investisseurs donc, peuvent investir dès 1 000 euros, donc sur des projets qui sont totalement préparés, prêts à souscription. Nos critères d'éligibilité des projets, donc bien sûr c'est des sociétés dont le siège social est en Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont en SAS, en SA, voire en SARL, mais la SARL c'est plus compliqué puisqu'il faudra la transformer en SAS ou en SA pour lever les fonds. C'est d'avoir des fonds propres positifs et un capital entièrement libéré. Société à fort potentiel ou en développement, la preuve de concept démontrée, j'en ai parlé, et un besoin minimum de 100 000 euros, puisqu'en dessous de 100 000 euros, on ne va pas mettre en route la plateforme, c'est plus le domaine du love money. Alors des projets financés, donc vous montrez que, donc je vous l'ai dit, moi j'ai créé AB Funding il y a 3 ans, donc j'ai cédé récemment, même si je reste au capital, je suis minoritaire. Donc on a financé donc Solight, et je pense que Sophie pourra en parler tout à l'heure, puisqu'on parle de chaîne de financement ce soir, et typiquement Solight, c'est une société qu'on a financée il y a 3 ans, on a levé près de 500 000 euros pour eux, elle est en Haute-Loire en plus, en Auvergne. Et donc cette société a fait un très très beau parcours, et aujourd'hui on est dans la chaîne du financement sur l'étape suivante, avec des financeurs donc, institutionnels qui nous ont rejoints. Il y a donc une entreprise industrielle, Jardin d'Hermitage c'est Valence, c'est une maison de thé. Skid, c'était un spin-off d'une société industrielle donc, sur Lyon, vêtements de protection pour les motards anti-brûlure. Trip Connection, donc ça c'est du web, un concept extrêmement innovant sur la mise en relation avec des partenaires dans le monde entier, des agences de voyage locales, mais des guides aussi. Donc c'est une société qui fait 100% de son chiffre d'affaires à l'export, qui se développe très bien. Drive Innov, donc c'est une société valentinoise qui a réinventé le concept de l'auto-école. Il y a beaucoup de sociétés donc, qui se sont lancées, certaines se sont arrêtées, d'ailleurs, vous avez pu suivre l'actualité. Donc lui, il a bien réussi, puisque d'abord il a repris l'entreprise de ses parents, ensuite il a ouvert une deuxième agence, on l'a aidé avec une levée de fonds à ouvrir 2 nouvelles agences sur Lyon et sur Grenoble, et là il ouvre Saint-Étienne et Grenoble, donc Grenoble, Chambéry. Setmi, c'est Saint-Étienne, donc c'est du médical, Maison Richard, c'est du chocolat plutôt de luxe, et Néolith, c'est une entreprise qui vend des boîtes qui se referment, c'est de Tupperware sans couvercle, pour faire ça. Et puis là, on vient de closer, alors pour pas marquer, on a bouclé hier donc une opération sur Grenoble, donc qui est Pulse Origine. Et on aura très bientôt sur la plateforme, je céderai la parole après à Aline et Noélie pour présenter leur projet. Voilà, donc tout type de projet financé, donc dans philosophie Business Angel. Un point important, c'est qu'on accompagne donc, les Business Angels, puisque maintenant c'est les Business Angels qui feront l'accompagnement post-levée de fonds, donc comité stratégique, c'est très important, et comme disait tout à l'heure, personne de l'incubateur, une société accompagnée, a toutes les chances de réussir beaucoup mieux qu'une autre. C'est vrai que toutes les sociétés qu'on a financées, la dizaine, aujourd'hui, globalement, plutôt bien, voire très bien. Et puis l'avantage de la plateforme, c'est qu'il y a un reporting trimestriel automatisé qui part dans la plateforme et que tous les investisseurs qui ont souscrit peuvent savoir où on en est. Bon, profil d'investisseur, personne qui dispose d'un patrimoine suffisant, qui accepte un risque élevé, et puis on est sur des placements long terme, parce qu'on est sur des placements actions en non coté. Continuons. En synthèse, les avantages de cette plateforme, c'est qu'on a réussi, et les business angels, je peux vous dire, ce qu'on a fait là en Auvergne-Rhône-Alpes, est unique en France, peut-être même probablement en Europe, très apprécié, puisqu'on a fait notre lancement, enfin très envié même, tant dans la profession crowdfunding que chez les business angels, puisqu'on a fait notre lancement officiel à l'hôtel de région le 4 octobre dernier, dans le cadre de l'université d'automne de France Angel. Donc tous les présidents d'associations de France des business angels étaient là, et j'ai pas mal de coups de fil aujourd'hui. Encore un mail tout à l'heure qui me dit on voudrait bien faire le même modèle dans telle région, parce que c'est assez extraordinaire. On a donc réussi à mettre la puissance et les forces des business angels, donc qui ont été rappelées par Eric tout à l'heure, les 3C, avec la puissance du crowdfunding, donc qui permet, outre l'accompagnement des BA, les compétences, les contacts,
d'avoir cette visibilité du crowdfunding et cet effet démultiplicateur, parce qu'on l'a vu sur les 10 opérations qu'on a fait, on a eu entre 20 et 30% de business angels, c'est-à-dire qu'on a eu entre 70 et 80% d'investisseurs citoyens, donc des personnes qui ne sont pas business angels dans des clubs, mais qui ont cette appétence, qui sont des cadres, des dirigeants, et qui ont envie d'investir et qui n'ont pas forcément les opportunités d'investissement directement dans les sociétés. Nous, on permet de montrer et de rendre accessible à tous ces projets. Voilà, donc avec cette visibilité, la crédibilité qui est apportée bien sûr par nos partenaires, que ce soit banques, fonds d'investissement, et puis la région, et puis des prix très compétitifs. Voilà, moi, j'en ai terminé sur cette présentation d'un site. Je vais passer la parole à Lynn et Noéline sur montrer un exemple de société qui va être en levée de fonds sur la plateforme. Donc bonsoir à tous, merci de votre présence ici et bienvenue à bord de Lynn, le premier appartement boutique mobile aménagé à bord d'un bus de 30 mètres carrés. Donc on va commencer tout de suite avec une petite visite virtuelle du bus que vous pouvez retrouver sur votre smartphone en flashant, alors rapidement parce que ça va pas s'afficher longtemps, en flashant le QR code ou sur notre site internet espacelynn.com/visite-360. On a quand même prévu une petite vidéo. Voilà, donc ça c'est la page sur laquelle vous arrivez pour la visite virtuelle. Et en fait, en orientant votre téléphone en haut, en bas, à droite, à gauche, vous pouvez visiter le bus comme si vous y étiez. Ici, c'est la porte par laquelle on rentre. Vous avez à l'avant du véhicule un espace lounge avec des canapés où on peut installer un petit espace traiteur. Et puis au centre, on voit une grande partie boutique avec plus de 35 mètres de linéaire pour exposer et vendre des produits. Et la partie qu'on ne voit pas, c'est l'arrière du véhicule dans lequel se trouve un espace d'accueil polyvalent pour imaginer différentes animations, bien-être, dégustation, ateliers créatifs, face-à-face client. En fait, tout pour mettre en scène les produits et les faire tester. Bon. Alors, en fait, aujourd'hui, Internet... Mais c'est pas grave. C'est bon ? Oui, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, Internet et les nouveaux influenceurs, comme les blogueurs, les youtubeurs, ont vraiment changé et transformé les codes de communication et de consommation. Et avec Noéline et comme 90% des consommateurs un peu lassés par le marketing de masse, on a besoin de retrouver du sens, du concret, on a besoin d'essayer des produits. En fait, on a besoin de se sentir proche des marques qu'on consomme. Et pour répondre à ces nouveaux besoins, les marques doivent innover et elles doivent s'engager dans une communication plus transparente, une communication plus surprenante, avec une expérience utilisateur plus poussée, où chaque client devient en fait véritable ambassadeur de la marque. Donc on a pensé une solution permettant de réinventer le commerce physique et le marketing en proposant une expérience inédite. On a conçu Lynn un peu comme un blog, mais dans la vie réelle, puisque c'est un espace qui regroupe à la fois l'expérience utilisateur, la proximité physique et émotionnelle avec la marque, un espace de publicité mobile en adhésivant tout l'extérieur du véhicule et une boutique. Et le tout, ça permet de créer des contenus, des événements très qualitatifs et des contenus ensuite à relayer massivement sur les réseaux sociaux. Lynn, c'est donc le premier espace mobile qui est modulable, personnalisable et qui va au plus près du consommateur final. Donc aujourd'hui, nos cibles sont d'une part les marques mode, beauté et lifestyle et d'autre part leurs agences de communication événementielle qui nous prescrivent. Et nous, on leur propose des solutions sur mesure et clés en main, comme par exemple rendre la Fashion Week accessible au grand public en animant les sorties de défilés à Paris, comme augmenter le trafic en magasin en organisant un circuit entre les différents points de vente d'une même marque pour un lancement de produit, un peu comme un drive to store mais physique, ou encore en installant un pop-up store, c'est-à-dire une boutique éphémère à bord du bus pour partir faire une tournée sur toute la France. Le marché sur lequel on se positionne s'appelle aujourd'hui le marketing expérientiel. Et en fait, le marketing par l'expérience, ça vise à provoquer l'engagement du consommateur via une expérience forte et immersive. Ce marché, il va s'appuyer sur les codes du digital qui sont installés depuis ces dernières années. Il représente aujourd'hui 5 milliards d'euros et il est en croissance constante depuis 2014. Alors oui, il existe des alternatives qui sont les locaux éphémères mais fixes et qu'il faut réinstaller dans chaque ville. Il y a aussi les toutes petites caravanes Airstream américaines ou encore des bus, mais qui sont simplement des coques vides utilisées comme support publicitaire. Et à titre de comparaison, Sephora avait en 2015 dû acheter et aménager son propre truck pour une opération promotionnelle. On n'était pas encore sur le marché, mais on avait rencontré la régie qui serait volontiers passée par nous parce qu'on aurait pu proposer une solution 12 fois plus rapide à mettre en place,
80% moins chère, 3 fois plus grande et plus visible, avec un stationnement en centre-ville plus facile et plus pertinent, et on aurait pu transporter des passagers à bord pour dynamiser leurs événements blogueurs. Donc aujourd'hui, on est en mesure de proposer une solution avec des services et un aménagement de meilleure qualité, plus rapide à mettre en place, comme l'a dit Aline, puisque l'aménagement est déjà homologué, et aussi plus mobile, parce qu'on peut même réaliser des événements en circulation avec 30 personnes à bord. Tout ça en mutualisant les coûts, ce qui nous permet de correspondre au mieux au budget de nos clients. Donc on est 2 associées fondatrices, on est amies d'enfance à l'origine. On s'est retrouvés en 2014 autour de l'envie d'entreprendre, le besoin de recréer du lien, de retrouver du sens autour de la consommation. Donc je me présente, Noéline Clavier, je suis ingénieure de formation de CPE Lyon et je m'occupe principalement du développement de l'entreprise. Et Aline Logy, avec un Master 2 en communication événementielle, et moi je gère la gestion opérationnelle et commerciale de Lille. Et on parlait d'incubateur, le projet est né au sein de l'incubateur de l'EM Lyon, et aujourd'hui on est incubé chez les Premières Aura, qui est un incubateur féminin à Lyon qui existe aussi à l'échelle nationale, qui s'appelait anciennement les Pionnières, si quelqu'un en a entendu parler. Alors on travaille aussi avec une petite équipe, dont Pauline Grumel, qui avec 10 ans d'expérience nous accompagne sur le développement commercial. On a Bernard Dufour, c'est notre chauffeur chevronné. Et on a un réseau d'animateurs à Lyon et Paris pour le moment, pour toutes les animations qu'on peut proposer à bord. Ça ne plus. Donc on a financé l'investissement de départ de 185 000 € avec un prêt d'honneur réseau Entreprendre Rhône, une aide de la BPI pour innovation d'usage, et le premier bus a été financé en crédit bail. Donc on est en activité depuis juin 2016. Nos premiers clients sont des grands groupes comme les Galeries Lafayette, Dior, Fermob, Rochas. Et on a réalisé depuis, alors ça a augmenté depuis qu'on a fait le PowerPoint, on est à 65 000 € de chiffre d'affaires cumulé depuis le début. Et à titre d'exemple, dernièrement, on a fait un gros événement avec ResMed, qui est un acteur du médical, lors d'un congrès spécialisé dans le sommeil, à Bordeaux. Du coup, l'idée, c'est de devenir vraiment un acteur incontournable du marketing expérientiel en Europe, en développant une flotte, alors d'abord française, avec notre premier bus est à Lyon, un deuxième bus à Paris, puis Bordeaux, et ensuite en Europe, avec Genève, Luxembourg et Londres en 2022, sachant que pour gérer chaque bus, on a besoin d'un binôme commercial et opérationnel, et qu'on peut mutualiser les fonctions support pour toute la flotte. Du coup, ça fait une équipe qui s'agrandira pour passer de 3 à 17 personnes en 2021. Je suis en train de casser la télécommande. C'est lent, je ne sais plus. Donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de faire vivre aussi cette expérience à nos prospects, que ce soit les marques en direct ou les agences de communication événementielle prescriptrices, en les faisant monter à bord du bus. Donc notre stratégie d'acquisition, elle va naturellement s'articuler autour des grands salons de l'événementiel, comme Event Paris ou Séminaire Business Event à Lyon en février. On va aussi s'appuyer sur des partenariats avec des grandes marques, des partenariats qui sont vraiment gagnants-gagnants et nous qui nous permettent de rendre le bus visible, de compléter nos références et d'accroître notre visibilité. Et puis cette stratégie, elle s'articule aussi sur le développement de notre équipe commerciale et sa présence dans les différents réseaux, que ce soit les agences de communication, les agences événementielles ou les groupes professionnels LinkedIn et Facebook. Donc pour résumer, cette année, en 2017, on a réalisé plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. On est en cours de discussion sur une enveloppe d'à peu près 300 000 € pour 2018 et 2019. Le prix moyen d'une journée de location, tous services et personnalisation inclus, revient en moyenne à 4 300 €, ce qui représente 50 jours de location par an pour atteindre notre point mort. Et alors, sachant qu'on a beaucoup de demandes pour des roadshows, c'est-à-dire des tournées d'envergure nationale sur plusieurs villes, là qu'on atteint facilement les 100 000 € de chiffre d'affaires. Et aussi, ça fait que chaque bus a un potentiel de CA d'environ 1 million d'euros. Du coup, notre ambition, c'est d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires en 2019 avec notre flotte française et dépasser les 4 millions avec la flotte européenne en 2022. Alors aujourd'hui, on est à la recherche de 200 000 € d'investissement en capital pour accélérer notre développement en nous déployant directement sur Paris,
en communiquant plus efficacement et aussi en répondant au time to market, parce qu'on a beaucoup de demandes, mais c'est vrai que les délais de décision de nos clients sont parfois un peu longs, donc il faut pouvoir les supporter. Voilà, et je ne sais plus ce que je voulais dire, non, c'est à peu près tout. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Voilà donc un exemple de projet, bon, j'ai eu 10 de financés, qui va arriver sur fin décembre ou vraisemblablement début d'année, donc vous pouvez toutes et tous vous connecter sur la plateforme, je ne l'ai pas dit, c'est gratuit pour aller sur la plateforme, pour aller voir, après on vous demande de vous inscrire évidemment, et pour souscrire, eh ben, il faut donner un petit peu d'argent, simplement c'est pas qu'on ait nous l'identité d'investisseurs, ça c'est nos aspects réglementaires, mais on en reparlera pour ceux qui voudront le faire. Et je pense que c'est une très belle opportunité d'investissement, un très bel exemple. Et puis ça s'inscrit tout à fait dans la stratégie d'un site régional, donc de partager les projets au niveau de la région. Voilà. Et j'ajoute juste, pour ceux qui voudraient voir concrètement à quoi ça ressemble l'intérieur du bus, comme on n'a pas pu vous passer la petite vidéo, on a des tablettes avec des visites 360 pendant le cocktail. Non, on n'est pas venu avec. Bon, merci. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations auprès de Daline et Noéline, donc pour en parler tout à l'heure au cocktail. Maintenant, donc, Cécile qui va prendre la parole, donc, qui va nous parler en fait du capital investissement, tout ce que ça recouvre. Voilà. Bien, donc Cécile Thébault, je représente le groupe Sofimap. Je représente la profession du capital investissement ce soir, donc en 10 minutes, je vais essayer de vous faire passer quelques informations sur ce secteur-là. À la fin, si j'ai quelques minutes pour présenter notre groupe, je le ferai, mais l'idée c'était quand même de coller au thème du jour, qui est la chaîne de financement, et de montrer comment ça s'inscrit effectivement par rapport à tous les autres acteurs à l'écosystème. Et puis voilà, vous donner quelques idées de cadrage par rapport. Alors c'est vrai que le thème il est très vaste. Après je ne vais pas être trop technique sur nos façons d'intervenir, etc. Mais donner quelques idées flash comme ça, si ça vous va. Là, c'est un peu sur l'ordinateur. Non. Par contre, la télécommande doit marcher pour la OSC. C'est un peu long. Donc là, je vais être très très brève parce qu'en fait, voilà, l'objectif il est aussi celui des investisseurs, des business angels, etc. Le capital investissement, c'est une source de financement, c'est du fonds propre. Donc ça regroupe des actions, des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions, il y a toute une ingénierie derrière, mais ça reste globalement du fonds propre, sans garantie prise sur les dirigeants. Avec donc pour accompagner des étapes importantes de la vie d'entreprise, et qui génèrent des besoins, que ce soit à la création de l'entreprise ou dans les différentes phases de développement, lorsqu'il y a des besoins de croissance externe par exemple, ou d'internationalisation de l'entreprise, développement de produits, enfin, tout ce qui génère de l'investissement incorporel pour la plupart. Ça peut être également donc, accompagner l'entreprise dans son développement, également les phases de transmission qui sont des phases critiques pour les entreprises. Voilà, donc le capital investissement peut intervenir à chacune de ces phases un petit peu critiques pour l'entreprise. Une des caractéristiques de ce mode de financement est qu'il est relativement sélectif. Sélectif parce que donc il y a des objectifs de rendement relativement contraignants qui sont demandés par les souscripteurs qui confient leurs fonds aux sociétés de gestion qui vont gérer les fonds. Et donc, que ce soit d'ailleurs des personnes morales, institutionnelles, des épargnants personnes physiques, il y a toujours donc ces objectifs-là qui vont rendre le process de sélection relativement effectivement sélectif dans le choix de l'investissement. L'autre particularisme de l'investisseur en capital, c'est que
au-delà de l'apport financier, c'est qu'il va s'inscrire dans une logique de partenariat aux côtés du dirigeant, de même que les business angels, je dirais. Là-dessus, chaque société s'inscrit dans une stratégie de création de valeur aux côtés des dirigeants. Dans une intervention qui est sur un cycle limité dans le temps, si vous allez sur le site de l'AFI, qui est l'Association professionnelle des investisseurs en capital, vous verrez, vous aurez des tas de statistiques. Ce qui ressort globalement, c'est une durée moyenne de 5 ans. Alors ensuite, ça va entre 4 ans, ça peut aller à 7 ans. Nous avons dans notre portefeuille des entreprises qu'on a suivies depuis 20 ans. Voyez. Ça peut être aussi, mais je dirais que la logique de l'investisseur en capital, c'est plutôt 5-7 ans. À l'issue duquel donc, une liquidité des titres devra être trouvée. Et donc, pendant ce cycle de développement, c'est-à-dire qu'on va définir effectivement des objectifs, des jalons de développement, à l'issue de lesquels, normalement, donc, une création de valeur devra être recherchée. Et donc, les managers et les financiers ont cet objectif commun, sont dans la même barque pour la recherche commune de cette création de valeur, qui va se manifester par de l'activité, de la rentabilité, mais également donc, par une augmentation de la valorisation de la société. Donc, je vais passer très vite. Alors, capital investissement, derrière ce vocable-là, se cachent en vérité plusieurs métiers, puisque c'est un métier qui est très segmenté. Alors, vous avez donc une segmentation suivant le stade de maturité d'entreprise, avec donc, on va le voir dans la chaîne de financement, des interventions en capital amorçage, capital risque. Donc tout cela recouvre en fait l'accompagnement du projet, de la création du projet, de la preuve de concept technologique, technique, à l'amorçage commercial, qui est la preuve de concept commercial, la première pénétration du marché. Et là, on est sur un profil d'entreprise très jeune, souvent technologique, mais c'est l'innovation de rupture ou l'innovation plus douce, l'innovation d'application. Voilà. Donc, on est sur des problématiques, là, clairement, d'arriver à trouver donc un premier seuil d'activité pour l'entreprise, dans des entreprises qui, en général, donc, ne sont encore pas rentables, et donc ont besoin d'être accompagnées financièrement pendant toute cette étape, jusqu'à ce qu'elles trouvent une première autonomie de fonctionnement financier. Ensuite, on va rentrer dans l'étape de capital développement. Donc là, l'entreprise a déjà un premier recul sur son marché, sur sa position sur son marché, sur sa capacité à prendre des parts de marché et à générer un modèle économique. Donc là, on va être sur des dimensions beaucoup plus financières d'entreprises qui vont rechercher des relais de croissance et chercher à déployer leur modèle sur leur marché, souvent sur des marchés à l'international, où on va chercher à élargir géographiquement la couverture. Ensuite, capital transmission, là, donc, qui est bien particulier. Il s'agit de faire de l'ingénierie financière pour reprendre une entreprise aux côtés d'un dirigeant, qu'il soit externe à l'entreprise ou des cadres d'entreprise qui reprennent une affaire. Capital retournement, donc là c'est du capital qui intervient dans des situations de sous-performance ou dans des entreprises dans des situations un peu critiques financièrement et économiquement. C'est un métier très particulier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que face à ces typologies d'entreprises très différentes, il y a en face des réponses aussi typées au niveau du capital investissement, avec des fonds souvent dédiés, des équipes dédiées, des pratiques dédiées, des ingénieries aussi qui sont adaptées en fonction de ces spécificités des dossiers.
On a aussi une segmentation sectorielle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des fonds soit généralistes, soit des fonds spécialisés, alors des fonds technologiques qui peuvent être multisectoriels ou des fonds qui vont être qui vont viser un secteur particulier, les biotechnologies ou les medtech ou le numérique, etc. Donc ça aussi c'est une caractéristique et donc au final, vous voyez, ça fait quand même dans un métier où on va trouver des fonds qui seront très diversifiés et adaptés à une multiplicité des situations. Également des statuts qui vont coexister, soit des interventions au travers de fonds, ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui sont des SA ou des SCR, donc des à capital risque, qui n'ont pas de durée de vie et qui ont des durées de vie illimitées, donc qui offrent des capacités d'intervention assez souples dans la mesure où on ne va pas avoir les contraintes qu'on va retrouver sur d'autres types de véhicules qui sont les FCPR, les fonds communs de placement, ou avec tous les petits frères déclinés, les FCPI qui sont les FCPR dédiés à l'innovation, les FIP qui sont des FCPR localisés géographiquement, etc. Et donc ces fonds-là qui ont des durées de vie limitées, avec donc des périodes d'investissement, donc des fonds qui vont avoir 8 ans ou 10 ans par exemple de durée de vie, et dans lequel il va y avoir une contrainte pour la société de gestion à gérer une période d'investissement de 3-4 ans, une période de gestion et une période de désinvestissement de manière à pouvoir rendre aux investisseurs et aux souscripteurs le capital de départ dans les délais impartis de la vie du fonds. Je vais passer très vite. Juste quelques données pour vous illustrer le poids du capital investissement en France aujourd'hui. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans ce secteur et j'ai vu l'évolution formidable de ce secteur et l'emprise qu'elle a prise dans l'économie française. Il y a 30 ans, c'était quelque chose qui était vraiment très, très marginal en fait. Aujourd'hui, c'est le deuxième acteur de financement de l'économie française, qui a financé presque plus de 300 000 entreprises entre les années 2009 et 2014, comme vous le voyez, et qui a levé presque 15 milliards d'euros en 2016. Quels sont les souscripteurs, quels sont les financiers du capital investissement, puisque derrière il y a des financeurs. En fait, on va trouver des typologies très variées. On va trouver soit des institutionnels, qui sont les banquiers, les assureurs. On va trouver également une typologie d'investisseurs qui a pris de plus en plus d'importance. Alors, ce sont les personnes physiques, les business angels et les family office, qui sont souvent un petit peu liés. Family office, ce sont en fait des business angels qui, à un moment donné, se sont structurés pour organiser leurs investissements et donc ont pu structurer une équipe d'investissement qui sont en charge de gérer leurs intérêts. Donc ce sont des personnes, des business angels qui ont des fortes capacités d'investissement. On va trouver bien sûr l'État à travers BPI qui est investisseur dans une grande partie des sociétés de gestion en France, et puis les industriels, les fonds corporate. Avec, alors je ne vous donnerai pas de poids de chacun dans l'économie parce que ça varie d'une année sur l'autre. On voit quand même des tendances, par exemple les assureurs qui pèsent de plus en plus dans ce secteur-là. Également, comme je vous l'ai dit, les family office, personnes physiques qui également ont connu également ont un poids de plus en plus important également. Pour terminer sur ces données de cadrage, retenez que c'est un secteur en grande consolidation, c'est-à-dire que dans les 10 dernières années, ce secteur a connu énormément de concentration dans les sociétés de gestion. Et ça se traduit par une élévation des montants des fonds qui sont levés. Alors non seulement les montants par entreprise, mais les montants des fonds d'une manière générale. On a maintenant des fonds
qui dépassent en général 30 millions d'euros par fonds, et on arrive à des fonds à 200, 300 millions d'euros par fonds. Et au milieu, le poids quand même des acteurs publics, notamment la BPI, qui joue un rôle de régulateur dans ce marché pour veiller à ce que certaines typologies d'entreprises ne soient pas sorties en fait, du radar des financeurs, parce que on pourrait penser qu'en allant chercher des tailles critiques sur ces fonds, eh bien, ça se passe un peu au détriment des petites entreprises ou des typologies d'entreprises plus difficiles à financer. Et là, je pense à l'amorçage et la création d'entreprises, qui sont quand même des secteurs très difficiles à financer pour les investisseurs privés, dans la mesure où c'est là qu'on trouve le risque le plus important et la difficulté à sortir des rendements qui soient suffisants pour les financeurs privés. Et donc on va trouver des fonds d'amorçage qui sont souvent financés par les acteurs publics, que ce soit les pays, que ce soit aussi les régions, par exemple, ou la communauté européenne. Alors, j'aime bien là ça je passe, puisque je vous ai expliqué la segmentation. J'avais moi aussi mon petit croquis de la chaîne de financement, c'est un terme que j'aime bien. En fait, derrière cette chaîne de financement, qu'est-ce qu'on veut exprimer là-dedans? On veut exprimer le fait qu'une entreprise, entre sa création et le succès final qui est espéré, souvent au travers d'une introduction en bourse ou d'un adossement, qui va permettre aux actionnaires et aux managers de trouver à un moment donné une liquidité pour leur titre, eh bien, il y a un parcours du combattant qu'il va falloir passer, notamment grâce à un équilibre financier et des sources de financement suffisantes. Vous connaissez toutes, je pense, le terme la vallée de la mort, qui illustre le fait que dans les premières années de la vie d'un projet, il va falloir effectivement dépenser de l'argent, plutôt dépenser de l'argent qu'en rentrée. On va être dans une période d'investissement, de fort investissement incorporel, en R&D, on va investir dans des ressources humaines, on va investir également fortement en commercial pour se faire connaître, pour arriver à obtenir les premières références. Donc ce sont des périodes où bien les entreprises sont déficitaires et ont besoin de trouver des sources de financement externes. Et donc, et pour ça, eh bien, sur une période qui est souvent difficile à maîtriser, c'est-à-dire qu'on fait des prévisionnels, mais bien on sait la valeur des prévisionnels et on voit très souvent que malheureusement le time to market, ce que disait la jeune femme, là, c'est effectivement une donnée essentielle pour la création d'entreprise et qui est très difficile à anticiper et à maîtriser. C'est combien de temps il va falloir pour arriver sur le marché. Et donc, bien souvent, eh bien, il va falloir que les entreprises soient prêtes et soient capables de lever de l'argent et de revenir plusieurs fois vers leurs financeurs. Et donc il faut être capable, dans toutes ces phases-là, d'assurer la chaîne de financement, la continuité de financement pour les entreprises. Et donc c'est important de pouvoir avoir à disposition effectivement donc, des acteurs qui vont être capables d'intervenir à ces différentes tempos, différentes phases de l'entreprise. La chaîne de financement, c'est aussi de pouvoir relier les acteurs de financement entre eux, de pouvoir faire des tours de table à un moment donné, de pouvoir faire parler les business angels avec les sociétés de capital investissement, parce qu'effectivement, il y a des zones de recoupement à un moment donné. On a pu faire rentrer parfois des business angels après qu'on soit avec nous au préalable. Parce qu'à un moment donné, eh bien, il y avait un intérêt à aller chercher des co-investisseurs et qu'on n'était encore pas assez tôt pour trouver des acteurs, des fonds d'investissement
un peu plus spécialisés. Donc il a fallu assurer ce financement pendant un certain temps. À l'inverse, effectivement, certains fonds d'amorçage ont des contraintes d'aller rechercher des co-investisseurs dans ces premières phases aussi. Et donc, je crois que travailler l'écosystème et la liaison entre tous les acteurs, ça c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Donc, chaîne de financement pour l'entreprise tout au long de ces étapes de développement et à l'intérieur de la communauté financière pour que tout le monde essaye de mettre une cohésion et une coordination pour, au service de l'entreprise. Je dois peut-être terminer. Bonjour, il y a Stéphane qui vient de nous rejoindre, qui est là, qui va illustrer après les propos de... Donc, juste pour terminer, bon, ça c'est les leviers pour l'entreprise. Ce que peut apporter le fonds d'investissement, non seulement au-delà de son apport financier, mais ce qui peut être intéressant pour les dirigeants en termes d'avoir le partenaire de réflexion qui va l'aider à anticiper sa stratégie, à remettre à challenger sa stratégie en permanence, à anticiper, rechercher les relais de croissance, développement d'innovation, etc., etc. C'est aussi le partenaire qui va apporter de l'exigence dans la structuration, dans les reporting financiers, etc. Et voilà, l'aide au recrutement, au renforcement des ressources humaines de l'entreprise. C'est aussi avoir un partenaire qui va aider pour aller discuter dans certaines circonstances difficiles avec les banquiers, essayer de rassurer les banquiers, et pas seulement d'ailleurs les banquiers, c'est aussi les partenaires d'entreprise. Il nous est arrivé d'aller essayer également rassurer des fournisseurs ou des clients d'entreprise en leur disant voilà, cette entreprise elle est soutenue, elle a des partenaires qui sont capables de lui offrir une visibilité, une pérennité. Voilà, c'est un petit peu tout ce que peut apporter le fonds d'investissement aux côtés des dirigeants. Et pour terminer, la dernière, il ne pas. Bon, c'était juste pour terminer un petit mot sur et ben voilà, pour terminer. On a une petite slide at one glance, je vais y arriver, le groupe Sofimac, donc, qui à l'origine est un groupe auvergnat, et qui est encore implanté, le siège et tous les services centraux sont à Clermont-Ferrand. Donc, je pense qu'il faut le souligner pour ceux qui ne sont peut-être pas de la région. Et c'est une société qui avait été créée dans la fin des années 78, donc une des premières sociétés de capital risque en France, à exercer le métier de capital risque en région, et qui aujourd'hui est un groupe qui pèse 750 millions d'euros sous gestion, qui est un groupe multirégional, multisectoriel, avec, vous avez toutes les implantations, les petits ronds jaunes là, sur la carte, qui a participé en fait à ce mouvement de concentration dont je vous ai parlé. Alors finalement, Sofimac a été un des acteurs qui a concentré et qui a fédéré d'autres équipes en région. Voilà, c'est ce qui explique nos implantations dans d'autres régions. Et donc, le maître mot, notre culture à Sofimac, c'est garder l'ancrage régional, c'est-à-dire rester proche des écosystèmes territoriaux, donc rester proche de tous les acteurs en région. Également essayer dans le maximum d'avoir la gamme de véhicules qui vont pouvoir répondre aux besoins des entreprises, du tissu de PME régionaux. Donc avoir à la fois l'offre sur le capital amorçage risque et puis sur le capital développement. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement.
je répondrai à vos questions par la suite, sans problème. Juste dire qu'effectivement, sur la région, on est gestionnaire d'un dispositif qui s'appelle Jérémy, qui est pleinement actif, qui investit aujourd'hui dans l'innovation, mais également pour accompagner des entreprises en développement, avec plusieurs véhicules capables d'accompagner. Donc c'est vraiment un véhicule au service des entreprises auvergnates, donc c'est les 4 départements de l'Auvergne, et qui est très réactif et très, qui est bien adapté aux besoins des jeunes entreprises, qu'elles soient innovantes ou un peu plus matures. Et voilà, donc on est à votre disposition pour discuter de ce projet. Ok, merci Cécile. Stéphane, tu veux nous dire 2 mots en fait, puisque tu es donc dirigeant de l'entreprise de la société Neuronax et tu as été accompagné par Capital Investissement et Sofimac et puis par les Business Angels. Tu peux nous dire 2 mots avant de passer la parole à Alexis. Donc effectivement, j'ai créé la société Neuronax en 2003. Donc c'est une société qui est active dans les sciences de la vie, donc avec pour objectif de développer des médicaments pour traiter les maladies du système nerveux central. Donc c'est un projet qui est sorti d'un laboratoire INSERM de la faculté de médecine de Clermont. En fait, Neuronax a vécu plusieurs vies, puisqu'on a commencé à lancer des programmes de développement, donc c'était des programmes très amont de recherche fondamentale. L'idée c'était d'aller jusqu'aux patients, donc on a fait des premiers développements en ayant obtenu certaines subventions publiques, et en parallèle on avait une activité de prestation de services qui nous permettait de générer du chiffre d'affaires et de faire vivre la société sur cette base-là, une activité service, une activité recherche pour le développement de produits propres. Et on est arrivé à un stade où les projets de recherche avaient très bien avancé, donné des résultats assez probants, et il fallait qu'on passe à un stade supérieur, et là ça demandait des investissements assez importants, puisqu'on avait des études réglementaires à faire pour pouvoir demander des autorisations d'essai pour tester chez les patients. Donc c'est à ce moment-là où on a cherché à faire une levée de fonds assez conséquente. À l'époque, on cherchait autour de 1 million d'euros. Et on s'est retourné vers différents acteurs de cette chaîne de financement. Donc on avait quand même travaillé pendant une dizaine d'années sur ce modèle service plus développement, en pouvant générer suffisamment de chiffre d'affaires pour alimenter nos projets de développement. Et en 2013, on a fait une levée de fonds d'environ 1 million d'euros, en associant Sofimac avec le fonds Jérémy. On a associé également sur le même tour des business angels du réseau vers Business Angel, du crowdfunding et par WeSeed. Et puis c'est tout pour ce tour. Et Fadiez. Et oui, un fonds parisien qui s'appelle Fadiez, qui est un réseau d'entrepreneurs et qui a monté un fonds d'investissement. Donc on a réuni 4 acteurs pour pouvoir lancer les études réglementaires et aboutir à notre essai clinique. On a eu donc ça a été en 2013, on a eu quelques aléas, comme ça arrive parfois dans le développement de produits pharmaceutiques. On a eu quelques aléas sur la production des produits cliniques administrés aux patients, et également un contexte réglementaire qui n'était pas très favorable au moment de notre dépôt à l'agence du médicament, puisque au moment où on a déposé notre dossier pour demander à tester notre produit chez l'homme, il y a eu dans une autre société un accident chez des patients qui a entraîné des séquelles très importantes au niveau neurologique et un décès en cours d'essai clinique. Donc en fait, tous les dossiers qui s'intéressent au système nerveux ont été stoppés à l'agence, ce qui nous a entraîné un retard de 4 à 6 mois. Donc forcément, ce n'était pas forcément prévu sur notre planning.
Nous, on continuait à travailler puisqu'on avait en parallèle stoppé l'activité de prestation de services pour se concentrer sur nos projets de développement. Donc on a continué à bouger du cash et l'agence a peiné à nous répondre. Donc on a été obligé de faire une seconde levée de fonds en 2016 où on a associé à nouveau Sofimac, à nouveau Fadiez, enfin les actionnaires historiques en fait, qui ont été rejoints par d'autres business angels de la région lyonnaise. Et tout ça, en fait, nous amène à obtenir, on a réussi quand même à surmonter pas mal de problèmes comme ça, et finalement, on a obtenu l'autorisation d'essai clinique en février 2017. Et on va tester les patients dans quelques mois, puisqu'on on commence à ouvrir des centres d'essai dans 5 à 7 villes en France et en Belgique pour pouvoir tester notre produit. Voilà. Et c'est vrai que le parcours du combattant va à la fois sur la recherche de financement et parfois là où on s'attend un peu moins, mais au niveau réglementaire également. Ok, merci. Je vais passer la parole à Alexis maintenant, qui va terminer disons, dans la chaîne de financement, puisque là on va parler de l'introduction en bourse et pourquoi une entreprise s'introduit en bourse. Je vous laisse la parole. C'est gentil, merci. Donc, à moi le plaisir de ponctuer cette soirée, en tout cas la logique de la chaîne de financement qui a commencé, comme on l'a vu tous ensemble, avec le crowdfunding, les business angels et ensuite le capital risque. Donc vient ensuite, pour les sociétés qui seront, on espère, successful, une introduction en bourse potentielle. Je vais essayer de répondre à quelques questions assez simples rapidement. C'est qui est en bourse aujourd'hui ? Qui vient en bourse aujourd'hui ? C'est le deuxième point assez intéressant. Pour lever combien ? Et surtout, parce que je pense que c'est quelque chose qui reste essentiel, c'est pourquoi on va venir en bourse. Je vais passer les diapositives. C'est très gentil. Donc rapidement, cette première slide avec plein de chiffres, ou la deuxième ou la première, parfait. Ouais, ça serait bien. Merci beaucoup. Pour battre en brèche une idée reçue, la bourse, c'est pas que pour les grandes entreprises. Souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Tout le monde connaît le CAC 40, mais en fait, le CAC 40 et les grosses entreprises représentent finalement très peu d'entreprises de la cote, puisque ça représente seulement 20%, le reste étant des PME et des ETI, qui sont finalement le cœur de l'économie française. Et les entreprises au coin de la rue, entre guillemets, elles sont représentées, elles représentent aussi tous les secteurs de l'activité française, comme vous pouvez le voir, avec deux grandes familles, ceci dit, les entreprises traditionnelles, on pourrait résumer par les entreprises à capitaux familiaux, et les entreprises technologiques, qui représentent très clairement la dynamique de la cote aujourd'hui. Alors technologique, ça ne veut pas dire grand-chose, ça représente j'allais dire des sociétés très disparates en termes d'activité, aussi bien du digital, comme on l'évoquait tout à l'heure, puisque je crois que c'était quasiment 50% des investissements des business angels aujourd'hui, aussi bien que la société qui vient de se présenter, qui est une société de biotechnologie. On en accueille de plus en plus, la plupart des introductions en bourse aujourd'hui, en tout cas un certain nombre, sont autour de ce type de métiers qui sont déjà extrêmement risqués, donc il y a peu de gens pour les financer. Deuxièmement, comme on l'a entendu, les montants sont des montants initiaux. Quand ils viennent sur les marchés, c'est pas plus tout à fait la même chose, comme on l'a vu sur certains exemples. C'est des métiers qui sont extrêmement gourmands en capitaux, puisque pour avoir l'autorisation de mise sur le marché de médicaments, il faut passer au moins 3 stades cliniques, s'ils réussissent bien entendu, et ça coûte plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, et qu'il faut aller chercher quelque part. La plupart du temps, c'est sur les marchés. Oui. Deuxième slide, là aussi avec plein de chiffres, c'est pour vous donner une idée des montants qui sont levés, déjà d'une part par les PME et ETI. Encore une fois, j'insiste, là on n'a pas tous les comptes large cap, toutes les grandes entreprises françaises, on parle à nouveau de PME et d'ETI. Et c'est aussi une manière d'insister sur le fait que l'entrée en bourse, c'est absolument pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle.
Donc les montants qui sont levés à l'introduction, vous pouvez le voir, ils sont en vert clair de mémoire, non pas du tout en bleu. Je ne suis pas daltonien. Voilà. Ceci dit, ça représente finalement assez peu des montants globaux qui sont levés par les entreprises qui sont sur nos marchés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au début, il y a une valorisation, une capacité à attirer les investisseurs qui est encore améliorable. Et surtout qu'elles commencent finalement, elles viennent là pour continuer leur développement, mais qu'elles ne l'ont absolument pas achevé. Et la plupart du temps, elles vont continuer à lever de l'argent, c'est-à-dire à faire des augmentations de capital. On peut le voir aujourd'hui, cette année d'ailleurs, puisque là c'est des chiffres arrêtés à fin juin, on va être sans doute sur une année record en termes d'augmentation de capital. Elles refont appel régulièrement au marché de telle manière à soutenir leur développement dans la durée. Et dernier aspect qui est absolument pas négligeable, c'est la dette. Puisque beaucoup d'entreprises viennent lever de la dette obligataire sur les marchés. Quelques petits exemples, un panorama des dernières introductions en bourse, même si ce n'est pas tout à fait à jour, de sociétés à nouveau PME et ETI. Alors, ce qui est intéressant de noter à nouveau, c'est qu'il y a un peu tout type de métier, tout type de secteur, avec quand même une forte prédominance aujourd'hui des sociétés technologiques, comme on l'évoquait. Alors Osmosis, que je pourrais citer, qui est dans le Wi-Fi, Balio, qui a été une des très très belles introductions de cette année, qui est spécialisée dans les chariots connectés. Pour faire un petit clin d'œil à nos amis de Sofimac, il y avait Albiotis, donc une société de biotechnologie qui était accompagnée par Sofimac jusqu'à son introduction, et même sans doute encore. Voilà, Inventiva, qui est aussi une société de biotechnologie. Donc beaucoup de sociétés différentes, mais on pourrait citer une très belle familiale, et j'y reviendrai ensuite, par exemple, avec ABO, spécialiste du sport, des équipements sportifs, des équipes notamment les JO, les championnats du monde, dans un certain nombre de disciplines. Bon, vous avez beaucoup vu ce graphique j'allais dire sous toutes les formes ce soir. Je ne vais pas vous le commenter pendant des heures du coup. Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement la bourse intervient plutôt ensuite, j'allais dire plutôt en dernière phase. Ceci dit, ce qui est aussi important de retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un monstre entre guillemets pour venir s'introduire en bourse. Il y a des sociétés qui viennent aujourd'hui lever, on prenait le cas d'Osmosis tout à l'heure, spécialisée dans le Wi-Fi, ou je pourrais citer une autre société grenobloise qui s'est spécialisée dans l'IoT, donc les objets connectés, qui s'est introduit en 7 ans, qui est venu lever 7 à 8 millions d'euros. Ce n'est pas des sommes délirantes, il n'y a pas besoin d'être un monstre à nouveau de taille pour revenir sur les marchés financiers, mais en revanche ça va permettre d'accélérer très clairement la croissance et le développement de l'entreprise. La réponse du pourquoi, je crois que c'est toujours un thème assez passionnant pour les chefs d'entreprise. Pourquoi sont-ils créateurs d'entreprise? Que veulent-ils faire de leur entreprise? Et du coup, comment la financent-ils? J'allais dire que la bourse, il faut aussi répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on va venir en bourse? Qu'est-ce qu'on va venir chercher? L'évidence et la trivialité, ce serait de dire des fonds, bien entendu. Ça paraît assez clair pour tout le monde que c'est quand même le premier levier. On va venir chercher de l'argent en one shot et normalement beaucoup d'argent qui vont nous permettre de changer la capacité à se projeter pour l'entreprise. Voilà. Ceci dit, il y a bien d'autres raisons du coup, qui vont faire que cette introduction en bourse sera structurante pour l'entreprise. Déjà, ça va lui permettre d'accélérer aussi parce que ça lui donne une monnaie d'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des titres, ensuite des actions qu'on peut échanger éventuellement avec des tiers. Chose qui n'est absolument pas négligeable en région. Ça va permettre d'avoir une visibilité et d'être capable d'attirer des talents. Je ne vais pas vous faire l'article ici, mais c'est pas toujours facile d'avoir des pointures dans différents domaines quand on n'est pas à Paris, quand on n'est pas à Marseille, quand on n'est pas à Bordeaux. Et ça aussi, c'est une manière de rendre visible son entreprise. Renforcer sa crédibilité, on l'a beaucoup entendu aussi avec les autres acteurs du financement, mais c'est extrêmement vrai, ça nous est beaucoup dit par les chefs d'entreprise. Quand on est une société cotée, listée en anglais, entre guillemets, ça permet d'accélérer très clairement sa capacité à prendre des marchés. Pourquoi? Tout simplement parce que les donneurs d'ordre,
que ce soit les fournisseurs ou les clients d'ailleurs, ont confiance. Une société qui est aujourd'hui cotée en bourse, ça veut dire qu'elle est pérenne pour l'ensemble des acteurs, et c'est très très vrai pour le monde anglo-saxon. Ça veut dire qu'elle ne s'écroulera pas demain, ça veut dire qu'elle a un managing board qui tient la route, qui a été validé par un certain nombre d'investisseurs. Ça veut dire que si elle doit changer de taille, c'est-à-dire continuer à se développer très rapidement, et ben elle aura les financements pour le faire. Voilà, ça permet de nettoyer un certain nombre d'interrogations et d'audits qui pourraient être effectués, en tout cas par les tiers. C'est assez important. Autre point pour les PME, c'est sans doute, et on le dit souvent, la plus grosse campagne de pub qui ne se payeront jamais, puisqu'effectivement, pendant un mois, 2 mois, ils vont être sous les feux de la rampe, que ce soit auprès des investisseurs institutionnels, bien entendu, mais encore plus auprès du particulier, puisque une IPO, c'est donc une offre publique. Donc le but est effectivement de se faire connaître. Donc on a des publications sur la presse généraliste, on va à la télé. Voilà, on est vraiment extrêmement visible. Et ça aussi, j'allais dire, c'est de l'argent entre guillemets bien dépensé. Voilà. Ensuite, pour les actionnaires, un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes, notamment pour les fonds, c'est-à-dire sortir de sa position, être capable de la monétiser et de la valoriser aussi. C'est assez intéressant. Je vais revenir très rapidement sur 2 cas pratiques, 2 sociétés qui ne se ressemblent pas, qui n'ont absolument pas le même ADN, et pourtant qui sont venues sur les marchés finalement accélérer leur développement de manière assez similaire. Donc ABO, la société dont je vous parlais précédemment, spécialisée dans les équipements sportifs, société familiale qui est venue lever un peu plus de 20 millions d'euros, qui faisait à l'époque de son introduction 150 millions de chiffre d'affaires, qui était à peine profitable. Enfin, en tout cas, elle avait un EBITDA correct, mais en tout cas un résultat net qui n'était pas terrible, et qui a annoncé, grâce à cette introduction en bourse, à sa capacité du coup à accélérer notamment sa croissance externe et à prendre des positions partout à l'international. Ils ont encore annoncé une croissance externe en Allemagne il n'y a pas très longtemps, en Chine cette année, à doubler de taille, donc c'est-à-dire à doubler de chiffre d'affaires en 3 ans. Ils ont déjà fait une partie non négligeable du chemin depuis 12 mois, à la fois en croissance organique et en croissance externe. Voilà le type de mouvement que ça peut engendrer, enclencher, et que ça peut accompagner d'être en bourse. Et pour boucler ce plan, j'allais dire, on sait, et les marchés savent déjà, que ces 20 millions ne vont pas suffire. Mais l'avantage, c'est que maintenant qu'ils sont en bourse, ils vont pouvoir lever des fonds à nouveau, assez facilement, demain, s'ils le souhaitent. Un autre cas très différent, une société technologique en l'occurrence, spécialisée dans le digital et dans la transformation digitale, société lyonnaise, qui s'est introduite en bourse, vous le voyez, pour lever finalement 8 millions de capitaux à l'époque. Ils faisaient environ 50 millions de chiffre d'affaires. Vous pouvez le voir, ils avaient cru de quasiment 50% en seulement 2 ans. Ils devraient atteindre plus de 100 millions à la fin de cette année, donc ils auront doublé de taille en 3 exercices à peine. Et là, en ce moment, ils sont justement, ça c'est un cas d'espèce très intéressant, ils sont à nouveau en levée de fonds. Vous pouvez suivre, puisque c'est public. Ils vont lever 15 millions d'euros à nouveau, de telle manière à accélérer encore la manière dont ils peuvent prendre des parts de marché en France, soit en achetant, puisque c'est une société qui a effectivement beaucoup connu de croissance grâce à des rachats, mais aussi en augmentant sa présence un peu partout sur le territoire. Très rapidement, la bourse, c'est pas qu'un seul marché, il y a plusieurs marchés effectivement sur lesquels les sociétés peuvent s'introduire. ABO et Visiatif se sont introduits par exemple sur 2 marchés différents. Je vais présenter les 2 principaux qui sont pour moi les marchés de levée, c'est-à-dire là où on vient chercher et lever des fonds. Euronext Growth, anciennement Alternext, donc là qui accueille principalement des sociétés, des jeunes sociétés, des sociétés technologiques en croissance, voilà, qui est un marché très large, sur lequel aujourd'hui on a un peu plus de 500 investisseurs institutionnels qui se positionnent, et beaucoup de particuliers, puisque c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez, mais on note très clairement un retour du particulier en bourse.
finalement, à l'instar de ce que peuvent connaître les business angels, à ce que peuvent connaître les plateformes de crowdfunding, de seed, il y a très très clairement une position des particuliers qui sont absolument pas averses au risque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui interviennent, et c'est eux qui ont sans doute fait réussir en tout cas certaines introductions récentes qui n'avaient pas forcément convaincu des professionnels, mais qui ont su convaincre des particuliers et permettre de réussir belles aventures. Voilà. Et ensuite, après Euronext Growth, le marché plus traditionnel et sur lequel les levées sont encore plus importantes, et la profondeur des poches des investisseurs aussi, qui est Euronext tout court, avec ses 3 compartiments A, B et C. Voilà. Ça, c'est rapidement pour vous présenter les partenaires essentiels d'une introduction en bourse. Je ne m'y étendrai pas. Ce qui est intéressant de noter, de constater, c'est à nouveau qu'en prolongement de ce qui peut être effectué par les business angels ou par les fonds, l'introduction en bourse structure l'entreprise. Quand on dit structure l'entreprise, ça veut dire que ça l'oblige à se staffer, ça l'oblige à se professionnaliser, ça l'oblige à s'entourer de manière extrêmement conséquente pour être vraiment affûté dans tous les domaines de son activité. Pour moi, ce sera très bien là-dessus. Je vous remercie. C'est bon, il est 19h55, on avait prévu à 20h le cocktail, donc on va passer à la séance des questions. Est-ce qu'il y a donc des questions pour nos intervenants? Cécile, capital investissement, crowdfunding ou l'introduction en bourse? Madame, tout à l'heure, vous avez dit que les apports financiers en capital, vous ne les garantissez pas. Vous ne demandiez pas de garantie aux dirigeants. Et de quelle manière vous garantissez alors les investisseurs? Donc effectivement, on ne demande pas de garantie personnelle. L'investisseur en capital ne demande pas de garantie personnelle. Il prend son risque en investissant dans la société. Ensuite, il prend un risque à double titre, le risque effectivement par rapport à la pérennité de la société. C'est clair que si la société dépose le bilan, les actionnaires en général ne trouvent pas leur fonds, puisqu'en général les créanciers, qu'ils soient chirographaires ou non chirographaires, qui sont servis en premier. Donc l'actionnaire, en cas de dépôt de bilan et liquidation, on ne retrouve pas sa mise. Donc la mise est perdue. Là, il y a un deuxième risque pour l'investisseur qui est le risque de la valorisation, puisque lorsqu'il rentre dans une société, il va s'entendre, il va discuter avec le dirigeant la valeur sur laquelle il va intervenir. Il va être discuté la cote-part qu'il va avoir contre le montant investi. Et donc, il va être déterminé un prix d'entrée. Et donc, effectivement, il y a un risque là qui est qu'au moment de sortie, la société ne soit pas appréciée par rapport à la valorisation de départ, voire et qu'au moment de la sortie, eh bien, effectivement, la valorisation de sortie soit inférieure à la valorisation d'entrée. Donc, effectivement, il n'y a pas de garantie pour l'investisseur. Alors, ce que va prévoir le pacte d'actionnaires, c'est quand même un engagement à un moment donné de trouver une liquidité, meilleurs efforts pour trouver une liquidité pour les investisseurs. Mais ça reste toujours malgré tout aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de racheter la participation de l'investisseur. Donc c'est pour ça que l'investissement est très sélectif, c'est que non seulement il faut évaluer la viabilité du projet en tant que tel, mais également il faut qu'on arrive à évaluer quelles sont les possibilités de sortie à un moment donné. Et pour ça, il faut effectivement arriver à
voir quel va être le potentiel d'intérêt qu'aura le projet vis-à-vis de son environnement, et de manière à pouvoir, à un moment donné, trouver des acquéreurs pour les titres. Donc il y aura un marché de demande pour les titres à partir du moment où la société aura réussi malgré tout à franchir un certain nombre d'étapes de valeur et intéressera son environnement, soit d'autres industriels, soit d'autres financiers. C'est un sacré avantage, je dirais, pour les actionnaires dirigeants. Dès l'instant qu'il n'y a pas cette garantie, ça vaut quand même certains espaces. C'est évident. C'est évident. Très bien, merci. Une autre question? Dans ce que vous appelez le capital retournement, comment vous gérez ce que vous considérez le redressement judiciaire comme une opération de gestion à laquelle vous participez? Ça vous intervenez avant ou après? Comment gérez-vous, si vous voulez, cette opération-là? Alors là, les cas sont vraiment... c'est au cas par cas. Vraiment, l'essentiel des investissements qui se font par rapport au fonds de retournement se font quand même avant procédure judiciaire, malgré tout. Il est certain que la procédure judiciaire est quand même quelque chose de délicat à manier. Ça peut être un outil de gestion à un moment donné, mais les répercussions sur l'environnement, sur la clientèle, etc., sont quand même pas neutres. Donc, il est arrivé qu'on soit intervenu après procédure, mais en général, ça se fait plutôt, ou alors dans le cadre de règlements amiables ou de choses comme ça, mais c'est plutôt avant la procédure. Ok, merci. Une autre question? Y a-t-il des avantages fiscaux à l'entrée, lors d'une souscription du capital, du développement ou autre? Alors, oui, tout à fait. Alors, pour une personne physique, il y a deux moyens d'intervenir, d'investir dans des PME. Vous pouvez investir en direct, vous pouvez investir via des véhicules mutualisés, en fait, ce qui a pour vous l'intérêt de mutualiser votre risque sur un portefeuille d'entreprise plutôt que sur une entreprise, une cible donnée. Dans ce cas-là, vous pouvez intervenir soit par des fonds communs de placement, les FCPI ou les FIP, qui sont ouverts aux épargnants personnes physiques, soit par des holdings, vous pouvez aussi intervenir par des holdings ISF. Et après, effectivement, il y a des avantages fiscaux aux souscripteurs personnes physiques. Pas dans le détail, mais peut-être 18%. Complément, je crois qu'il faut déjà bien choisir au début si vous voulez investir en direct ou pas en direct. En direct, c'est-à-dire comme le font les business angels, vous choisissez la société où vous allez investir, ou bien si vous voulez mettre de l'argent dans un fonds qui lui finalement va se charger, va gérer l'argent pour vous. Après, les avantages fiscaux sur la partie qu'on maîtrise bien côté business angel et plateforme, l'investissement en direct, il y en a deux. Il y a l'investissement, la réduction fiscale par rapport à l'impôt sur le revenu, qui aujourd'hui est de 18%. Dans les projets, dans la loi de finances 2018, il ne bouge pas, mais dans les discussions qu'on peut avoir entre les business angels et les plateformes de crowdfunding, on parle de 25%, voire peut-être 30% sur l'impôt sur le revenu, parce que le dispositif ISF, qui était en place depuis de nombreuses années, donc s'arrête, fin d'année, voire même certains disent que les investissements depuis le 15 juin ne seraient plus éligibles, d'autres le seraient encore, je ne vais pas rentrer dans le débat, et il sera remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc toutes les personnes, à partir du 1er janvier 2018, c'est sûr, qui investissaient ISF, n'auront plus, il n'y aura plus d'ISF, donc il n'y aura plus d'abattement des ISF. Alors l'ISF représentait quand même 50% d'investissement, ce qui était important. Vous mettiez 10 000 €, il y en avait 5 000 finalement qui étaient remboursés par l'État derrière.
Donc on serait plus que sur du Madelin renforcé, donc 18% qui passerait à 25% pour les souscriptions au capital, voire après les FIP et les CDI, qui sont aussi sur ces mêmes régimes-là. Enfin, certains sont ouverts à la réduction fiscale aussi. Avec un plafonnement en plus. Alors oui, avec le plafonnement sur l'IR dans les niches fiscales, c'est-à-dire que le particulier qui va investir soit en direct dans une entreprise ou même dans des FIP, il sera dans ce plafonnement global, on parle de 10 000 €, donc qui inclut le jardinier, la garde d'enfants, avec des réductions qui sont assez fortes. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans... aujourd'hui, parce qu'il faut parler... aujourd'hui, on n'est pas dans une dynamique, contrairement à ce que l'avait annoncé le président Macron, qui se voulait la Startup Nation, etc. On n'est pas aujourd'hui dans une dynamique forte d'incitation fiscale pour les particuliers. Une dernière question ou... Non. Pas d'autres questions? De toute façon, les intervenants seront au cocktail, vous pourrez leur poser d'autres questions si vous le souhaitez en direct. Et je voulais remercier donc les différents intervenants autour de la table pour les éclairages qu'ils ont pu nous donner sur toute la chaîne de financement. C'est vrai qu'on a passé toute la chaîne en complète sur l'investissement capital. Donc voilà, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi tous les témoignages qu'on a eu des différentes entreprises. Et là également, vous pourrez échanger avec ces différentes personnes au moment du cocktail pour parler en fait sur les investissements. Voilà. Donc je vous invite à nous rejoindre tous à côté là sur le niveau du cocktail. Et puis je vous laisse, si vous pouvez remettre auprès de nos hôtesses les sondages, les sondages notamment pour justement nous éclairer pour les prochaines conférences des. Merci à vous.